Bonjour à tous, je m'appelle Jack. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble une affaire tragique. Martin Gardner était assis sur le porche de sa maison isolée, tenant un album photo qu'il avait reçu des années après ce jour funeste. Cet album était devenu le symbole de sa perte, un témoignage vivant d'une terrible tragédie. Le regard de Martin s'attarda sur les photos de ses petits-enfants innocents, Talon, Saya, Savi et Yadzi. Ces images étaient tout ce qui lui restait de ses jours heureux. En contemplant leurs visages, il pouvait presque entendre leur rire emplir la maison de chaleur et de joie. Il était une fois Talon, le premier enfant de Martin, âgé de seulement 4 ans. Pour son père, il était la lumière de sa vie. Martin rêvait de passer tout son temps libre avec lui, de lui transmettre tout ce qu'il savait et de partager une bière avec lui quand Talon serait un homme mature, tandis que lui-même deviendrait un homme aux cheveux gris. Je m'appelle Elias Monclerc, vous regardez la chaîne Les Ombres du Crime. Merci de regarder mon contenu. Je serai ravie de votre abonnement et like. Bon visionnage. La petite Saya, âgée de 3 ans, courait toujours vers son père à son retour du travail, emportant sa poupée en tissu. Elle demandait toujours à Martin de donner un baiser à elle et à sa poupée avant de dormir. Ce rituel apportait un sourire au visage de son père, qui l'accomplissait avec sérieux et tendresse. Savi, la fille de 2 ans, était silencieuse et intelligente. Elle aimait feuilleter des livres et regarder des films sur les animaux. Martin la prenait souvent sur ses genoux pour lui lire ses histoires préférées. Il y voyait le potentiel d'une future femme intelligente et déterminée qui accomplirait de grandes choses. Yadzi, la plus jeune, était encore un bébé, avec de grands yeux noirs. Quand Martin plongeait son regard dans les siens, il y voyait un monde immense, un monde semblable à celui de sa mère, Shenia Gardner. Martin se rappelait la joie qu'il avait ressentie lorsque Shenia lui avait donné ce beau monde, rempli d'amour, de réconfort et de rires d'enfants. Mais ce monde fut brisé un jour fatidique. Shenia Gardner était née à la fin des années 80 à Memphis, dans l'État américain du Tennessee. Peu de choses sont connues de ses premières années, hormis qu'elle était la fille d'Eleanor Snodgrass, qui vivait dans les cabanes confortables de Madison, en Alabama. Son enfance et sa jeunesse s'écoulaient comme celles de nombreuses jeunes filles de son époque. Brune aux cheveux bouclés, mince et belle, Shenia était toujours entourée d'amis fidèles et montrait des talents éclatants. Elle avait un véritable esprit créatif, un don unique pour composer des chansons. La musique était sa passion, et le chant son moyen d'expression. Ses capacités vocales attiraient l'attention des habitants locaux, qui la considéraient comme une célébrité de la région. Mais le chant n'était qu'un de ses nombreux centres d'intérêt. Shenia était fascinée par le monde de la mode et de la photographie. Elle était à l'aise devant l'objectif et savait transformer les instants ordinaires en œuvres d'art. Malgré ses passions variées, Shenia était une femme profondément charitable qui trouvait toujours du temps pour la religion. Elle assistait souvent à l'église et prenait soin de sa famille avec beaucoup d'attention. Tout semblait promettre un avenir radieux pour Shenia. À 14 ans, elle rencontra Daryl Clayton. Leur rencontre fut fortuite, par des amis communs. Ils trouvèrent rapidement un terrain d'entente et devinrent amis. En grandissant, leur relation devint plus sérieuse et ils officialisèrent leur couple après le lycée. Ils passaient beaucoup de temps ensemble et tout le monde les considérait comme un couple stable et sérieux. Pourtant, quelques épisodes troublants venaient entacher leur histoire. Tous deux furent impliqués dans de petites infractions, comme des violations du code de la route ou des comportements désordonnés dans la rue. En 2008, la situation s'aggrava. Daryl fut accusé d'avoir agressé une femme. Bien que cela ait été involontaire, il risquait une lourde sanction. Par chance, toutes les charges furent rapidement abandonnées. Shenia et Daryl ne formalisèrent jamais leur relation, mais ils vécurent ensemble. Cette même année, ils eurent un fils, D. Shenia devint une mère attentionnée, non seulement pour lui, mais aussi pour les enfants de Daryl issus d'une précédente union. Sonia Clayton, la mère de Daryl, considérait Shenia non seulement comme la compagne de son fils, mais comme un membre de la famille. Elle remarquait sa dévotion et son soin envers les enfants, ce qui la rendait spéciale à ses yeux. Toutefois, leur histoire d'amour ne dura pas longtemps. Peu de choses sont connues sur les raisons de leur séparation. Malgré cela, ils restèrent en contact,
même à distance. Shenya resta une bonne compagne et une mère attentive. Quand Dee avait 2 ans, Shenya fut impliquée dans un petit incident, une infraction mineure, peut-être un simple ticket de stationnement ou une dispute sans gravité. Cela semblait sans importance comparé à ce que l'avenir lui réservait. Le mariage avec Martin Gardner marqua une nouvelle étape dans sa vie. Le destin l'avait conduite vers cet homme, qui semblait lui apporter joie et stabilité. Shenya avait conquis Martin par sa douceur et son amour des enfants. À ses yeux, il représentait un océan de tendresse féminine et de sagesse. Leur histoire évolua rapidement. En septembre 2013, ils décidèrent de commencer leur vie ensemble et emménagèrent dans un appartement du sud-est du comté de Shelby. Le mariage fut le début d'une nouvelle phase de leur vie. Peu après la cérémonie, leur premier enfant, Talon, vint au monde. En 2014, la petite Saya naquit. Bientôt, 2 autres filles, Savi et Yadzi, vinrent agrandir la famille, rendant leur foyer encore plus joyeux et animé. En tout, Martin et Shenya eurent 4 enfants ensemble, ainsi qu'un enfant issu de la précédente relation de Shenya. Pour cette jeune mère, les enfants passaient toujours en premier. Elle travaillait à temps partiel dans un hôpital pour enfants et s'impliquait activement dans un centre qui collectait des fonds pour venir en aide aux enfants dans le besoin. C'était sa vocation, et elle consacrait sa vie avec gratitude à cette mission. Puis vint un jour terrible, un vendredi, le 1er juillet 2016. Une journée ordinaire, sans signe annonciateur d'un événement tragique. Vers midi, Shenya était au téléphone avec son mari, Martin. Sa voix était calme, comme d'habitude. Elle lui expliquait qu'elle allait regarder un film avec les enfants. Rien ne laissait présager ce qui allait se passer. Mais soudain, une folie incompréhensible s'empara d'elle. Elle saisit un couteau de cuisine et se dirigea vers le salon. Là, elle attaqua sa propre fille, Yadzi, âgée de 6 mois. L'enfant, sans défense, ne put se protéger. Sa vie fut brisée en un instant par la personne qu'elle aimait le plus au monde. Dee, l'aîné des enfants, âgé de seulement 7 ans, fut témoin de cette scène cauchemardesque. Trop jeune pour comprendre pleinement, il ne pensa qu'à une chose. Il devait agir pour sauver ses frères et sœurs. Pris de panique et désespéré, il s'enfuit de la maison. Mais Shenya ne s'arrêta pas là. Armée du couteau, elle sortit à sa poursuite, prête à continuer son geste terrible. Terrifiée, Dee cria si fort que ses cris attirèrent l'attention des voisins. Quelques-uns entendirent ses appels et sortirent rapidement pour voir ce qui se passait. Ils furent confrontés à un spectacle effroyable, une scène qui ne les quitta plus. Comprenant que Dee était surveillée, Shenya ne poursuivit pas plus loin. Cependant, l'horreur n'était pas encore terminée. Shenya retourna à la maison où Savi et Talon l'attendaient, bouleversés. Elle monta à l'étage, vers la chambre où se trouvaient les petits. C'étaient les derniers instants de leur innocence. Pendant ce temps, ceux qui avaient assisté au cauchemar n'hésitèrent pas une seconde. Ils appelèrent rapidement les services d'urgence pour demander de l'aide et le sauvetage de Dee et de ses jeunes frères et sœurs. À ce moment-là, personne ne pouvait imaginer les conséquences tragiques qui allaient frapper cette paisible rue. Les agents du shérif arrivèrent sur les lieux et furent confrontés à une scène inquiétante à l'intérieur de la maison située au 7449 rue Southern Hill Drive. Ils découvrirent Shenya ensanglantée et ses 4 enfants allongés, immobiles, sans vie. Cette vision plongea tout le monde dans le choc. Shenya, assise, tenait son téléphone portable. Elle composa lentement le numéro de son mari, Martin. Sa voix était calme et froide lorsqu'elle avoua avoir tué ses enfants. La tragédie qui venait de se dérouler resterait à jamais gravée dans la mémoire de ce quartier tranquille. Lorsque le bureau du procureur et l'unité spéciale arrivèrent sur place, tout était terminé. Seul un silence inquiétant régnait dans la maison qui avait autrefois été le foyer heureux de la famille Gardner. Du sang et l'horreur semblaient présents dans chaque recoin. Les enquêteurs avaient en leur possession un couteau ensanglanté, témoin muet de cet événement macabre. Un aumônier vint prêter assistance et fut profondément bouleversé par ce qu'il découvrit. Des spécialistes furent également dépêchés pour aider Dee, dont le traumatisme nécessitait une intervention immédiate. Pendant que les informations nécessaires étaient recueillies et les investigations en cours, les forces de l'ordre demandèrent aux habitants de rester chez eux,
de ne pas sortir. Certains n'avaient même pas besoin de cette consigne, tant la peur et l'incertitude les habitaient. Leur domicile semblait être le seul endroit sûr. Une opération majeure força les autorités à fermer l'accès à l'ensemble du complexe résidentiel, y compris au terrain de golf et au club de campagne. Quant à Shenia, elle fut arrêtée et placée en détention sans possibilité de libération sous caution. Son procès fut programmé immédiatement pour le 5 juillet. La société ne pouvait rester indifférente face à ces événements terribles qui avaient bouleversé la vie de Shenia Gardner. Quelle que soit l'image monstrueuse qui en était donnée, elle restait une mère et une compagne qui avait élevé ses enfants avec amour, soin et joie. Selon une collègue, Michelle, elle fut vigoureusement défendue sur les réseaux sociaux, soulignant l'injustice des accusations portées contre elle. Elle évoqua aussi un aspect important, la dépression postpartum. Ce genre de cas avait suscité un débat. Le docteur Joel Risman, psychiatre au centre médical de l'Université du Tennessee, confirma que le meurtre d'enfants par leur propre mère était rare et généralement lié à une maladie mentale. Il souligna également le manque de financement pour la santé mentale dans l'État, laissant de nombreuses familles sans le soutien nécessaire. La docteure Diane Barnes, spécialiste en psychologie et santé postpartum, expliqua la différence entre dépression postpartum et psychose postpartum, insistant sur le fait qu'il s'agissait de conditions totalement différentes avec des symptômes distincts. Bien que le diagnostic précis de Shenia nécessitait encore des investigations, elle doutait que des femmes en état de dépression postpartum commettent de tels actes. Elle penchait plutôt pour une psychose. L'enquête sur le cas de Shenia Gardner fut difficile. Son avocat, Craig Morton, refusa de faire des commentaires à la presse dans les premières phases, estimant qu'il était trop tôt pour cela. Lors de l'audience du 5 juillet 2016, Shenia resta silencieuse, apparaissant seulement en visioconférence. Le juge, Lambert, lui posa des questions, mais la jeune femme ne prononça pas un mot. Après le procès, elle fut envoyée dans un institut de santé mentale. La famille proche de Shenia se rendit au tribunal, mais refusa de répondre aux journalistes. L'avocat de la défense et la procureure Jennifer Nichols préparaient une demande pour préserver les preuves, notamment les informations recueillies sur les réseaux sociaux. En janvier 2017, des accusations formelles furent portées contre Shenia. 4 chefs d'inculpation, comprenant maltraitance aggravée, meurtre aggravé avec une arme mortelle et négligence envers les enfants. L'enquête mystérieuse et macabre se poursuivit, laissant la communauté attendre justice et réponse à de nombreuses questions. L'audience inclut les témoignages des proches de Shenia ce jour-là. Sa mère, Sonia Drill, fut profondément choquée en apprenant la terrible tragédie. Elle se rendit immédiatement sur les lieux, cherchant désespérément son petit-fils D. Sonia affirma que ce qui s'était passé n'avait rien à voir avec la jeune femme qu'elle avait connue. Elle exprima sa conviction qu'une force surnaturelle, peut-être d'origine malveillante, était à l'œuvre. Cependant, avec le temps et le recul, Sonia commença à envisager des motifs possibles. Elle supposa que le jeune couple était peut-être en pleine procédure de divorce. Craignant la solitude et la responsabilité de 5 enfants, Shenia aurait pu prendre une décision terrible. Malgré ses réflexions, Sonia trouvait difficile de croire que la Shenia qu'elle connaissait puisse être capable d'un acte aussi horrible. Le père de D refusa également de croire en la culpabilité de Shenia. Il admit qu'il n'avait jamais eu la garde de son fils, mais qu'il pouvait lui rendre visite après la séparation avec Shenia. Novembre 2014 fut la dernière fois qu'il vit son fils. Il remarqua que Shenia devenait de plus en plus radicale dans ses actions et décisions. Toutes ses tentatives pour contacter son fils échouèrent, et on lui empêcha de s'impliquer dans sa vie. En réalité, les amis et la famille de Shenia avaient depuis longtemps remarqué un changement radical chez elle. La jeune femme commença à ressentir un malaise étrange qui évolua en une profonde anxiété, de la paranoïa et même des crises de panique. Son comportement devint erratique et imprévisible. Beaucoup soupçonnèrent que cela pouvait être lié à une dépression postpartum. Ce fut un choc pour son entourage, car Shenia semblait être une femme forte et fiable, toujours en contrôle. Mais elle perdit pied. Ce changement soudain dans son comportement fit se poser bien des questions sur les raisons de cette tragédie. Les premiers signes apparurent en mars 2015. Aucun de ses proches ne comprenait ce qui se passait. Un jour,
Shenia quitta le travail plus tôt et prit ses 5 enfants en voiture. Elle emprunta une route inconnue, s'éloignant de leur domicile. À ce moment-là, son mari Martin pensa qu'elle était simplement allée se promener pour se détendre dans un parc, ce qui faisait partie de sa routine habituelle. Mais les heures passèrent et elle ne rentra pas. Inquiet, Martin lança un avis de recherche. Au volant, avec ses 5 enfants, Shenia se dirigea vers l'est, parcourant plus de 70 kilomètres, séparant Memphis de Corinthe. Elle ne connaissait personne là-bas et n'avait apparemment aucune raison particulière d'y aller. Elle fut retrouvée plus tard aux urgences de l'hôpital Saint-François. La police ne révéla jamais comment ni pourquoi elle s'y était retrouvée. On constata des coupures superficielles au cou et à un poignet. Si elle avait tenté de mettre fin à ses jours, ses seuls témoins étaient ses enfants, trop jeunes pour comprendre ce qui se passait. Les autorités la ramenèrent finalement chez elle, mais un comportement encore plus étrange débuta. Elle dit à Martin que quelqu'un menaçait sa famille. Son mari fut bouleversé par ces déclarations. Elle ne donnait aucun détail sur l'identité possible de la personne qui la menaçait, ni sur les raisons de ces menaces, et il n'y avait aucun précédent de ce type de situation. De plus, lorsqu'elle était entourée de sa famille et de ses amis, elle se plaignait de son travail et de sa charge professionnelle, affirmant qu'elle se sentait très mal à ce sujet. Rapidement, elle a commencé à prétendre que certains collègues cherchaient à lui nuire. Malgré ses comportements inhabituels, elle ne montrait aucun signe de maltraitance ou de violence envers ses enfants ou d'autres personnes. La procédure judiciaire a été longue et difficile, retardée par de nombreuses expertises psychiatriques que l'accusée a dû subir. À cela s'est ajoutée la pandémie, qui a encore prolongé la durée du procès bien au-delà des attentes. En 2021, le procès sans jury a finalement débuté. La défense a axé sa stratégie sur l'argument de la maladie mentale de l'accusé. Le ministère public a reconnu cet état, mais a insisté sur le fait que l'accusée restait capable de distinguer le bien du mal et qu'elle était consciente de la nature illégale de ses actes. Finalement, un juge de la Cour pénale du comté a rejeté la défense. En décembre 2021, elle a été reconnue coupable de toutes les charges retenues contre elle. En février 2022, âgée de 34 ans, elle est apparue en cour pour l'audience de détermination de la peine, accompagnée de son mari. Le juge l'a condamnée à la réclusion à perpétuité pour chaque chef d'accusation de meurtre, ainsi qu'à 15 ans pour chaque chef supplémentaire de maltraitance et de négligence envers les enfants. Elle pourra demander une libération conditionnelle seulement après avoir purgé un total de 51 ans de prison. Compte tenu des 5 années déjà passées en détention avant le jugement, elle pourra prétendre à cette possibilité dans environ 46 ans, à l'âge de 80 ans. Après le prononcé de la peine, le procureur a déclaré qu'il approuvait la décision, estimant qu'elle correspondait à leur volonté de rendre justice à son mari et à ses enfants. Ce dernier a, pour sa part, exprimé un certain soulagement en apprenant qu'elle ne pourrait plus jamais faire de mal à des enfants. La grand-mère était présente, entourée de voisins, de membres de la famille et de représentants des forces de l'ordre, lors d'une veillée en soirée au complexe d'habitation où vivait la famille, pour rendre hommage aux victimes innocentes. Les personnes venues dire au revoir tenaient des bougies rouges et blanches et priaient plusieurs fois pour le repos des âmes disparues. Le pasteur de l'église locale a souligné que cette veillée marquait le début d'un processus de guérison pour toute la communauté. En effet, au final, ce que les présents pouvaient offrir, c'était leur soutien au bébé survivant et à son père, afin de les aider à traverser cette épreuve difficile. Le père n'a pas assisté à la cérémonie commémorative. Sa sœur a expliqué aux médias qu'il était trop submergé par la colère pour pouvoir y participer. Le directeur de l'hôpital pour enfants où elle travaillait a également exprimé ses condoléances au nom de tout le personnel. Les collègues de Martin ont créé un compte sur les réseaux sociaux pour l'aider à organiser les funérailles de ses 4 enfants. Lors de la cérémonie, en prononçant quelques mots sur ses enfants et sa famille, il a fait preuve d'une force et d'une dignité remarquables. Dans son discours final, il a insisté sur le fait que son foyer était un lieu de bonheur tant que ses enfants et elle y vivaient, et qu'il garderait ce souvenir intact pour toujours. Vous avez regardé la chaîne Les Ombres du Crime. Merci d'avoir regardé et bonne journée.